Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonjour à tous, ou rebonjour à ceux qui ont suivi le réveil crypto de ce matin. Comme d'habitude, on commence par le Fear and Greed Index, aujourd'hui à 23 dans la peur. Je suis plutôt étonnée de ne pas encore le voir dans l'extrême peur. Le Social Index, toujours bloqué à fond sur Up. Et le market order flow, actuellement en recherche de vente modérée. Mais, comme on peut le voir ici, nous avons de très gros murs acheteurs. 23,6 millions aux 35 000 du côté de Binance, 6 millions du côté de BitMEX, c'est quand même beaucoup. À voir ce que cela va donner dans les heures qui viennent. Je vous souhaite une bonne vidéo. C'était Zap Crypto. On est clairement en train de casser le flag, d'accord? Donc là, j'invente rien. On a repris, je veux dire, le support à ce niveau-là. Et clairement, sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 bougies weekly, on est venu péter vraiment le flag par le bas. Qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là? Donc là, on a vraiment un gros niveau sur lequel on est en train de s'appuyer. Donc c'est très simple. Moi, je pars vraiment, comme j'ai dit sur le daily, vraiment sur un dernier rebond, un dernier dead cat ici, pour finalement, je pense, casser la ligne, d'accord? Et aller vraiment rechercher les zones de retournement pour vraiment le gros dead cat à ce niveau-là, en retest, on va dire, de sortie de flag, et vraiment pour cassure définitive, d'accord? Mais vraiment, je pense, on y viendra encore plus tard, vraiment sur l'indice total. Si on casse cette ligne-là, c'est vraiment pas dit qu'on aille vraiment la rechercher encore au-dessus, d'accord? On pourra la retester évidemment, mais techniquement, une fois qu'on casse vraiment cette grosse ligne des 35 000, ce sera vraiment de plus en plus compliqué et très mal engagé vraiment sur Bitcoin, d'accord? On sera pas très loin, on va dire, de la capitulation. Pour moi, la capitulation, elle se fait vraiment sur l'AMA 200 weekly, comme je l'avais déjà dit, donc ça se fait encore en dessous. Tout ce que je raconte est bien évidemment appuyé par pas mal de choses, notamment vraiment les divergences, d'accord? On va pas revenir dessus, d'accord? Donc ça c'est la divergence que tout le monde apprécie, la fameuse divergence haussière, sauf qu'il y a deux grosses divergences, donc une plus petite ici et une bleue à ce niveau-là, vraiment qui nous pend au nez et qui sont absolument majeures, d'accord? Qui nous disent que le bear market, encore une fois, est déjà entamé et on est possiblement qu'à la moitié, d'accord? On attaque vraiment la meilleure moitié, celle qui fait vraiment le plus mal. En weekly, pour l'instant, on en est là, donc on avait tracé les différents niveaux de support, on a la zone optimale de rechargement qui commence à s'approcher, on n'en est plus très loin. Si je zoome un peu pour que ce soit un peu plus clair, on est bien sorti du biseau ascendant. Alors, une chose qui n'est pas arrivée depuis très longtemps, et c'est peut-être même une des premières fois que ça arrive, on a 6 semaines consécutives de baisse sur Bitcoin. Donc ça, pour l'instant, c'est assez inédit, on devra avoir prochainement une semaine verte, ça va pas continuer à baisser comme ça indéfiniment sans rebond. On est toujours sur le prix du BTC, vous voyez ce bisou ici qui avait cassé vers le haut, qui nous avait donné un faux signal et qui désormais est en train de casser vers le bas. Pour le moment, la grosse running en rouge là, qui est en fait tient depuis le point bas de cet été, hein, qui est plus ou moins toujours valide, hein, c'est-à-dire qu'on rebondit ici sur à l'instant T sur ce support. Et que vous voyez que c'est pour ça que moi je garde souvent mes points, mes résistances toujours valides, parce qu'elles sont toujours valides dans le temps. Pour le moment, on latéralise ici sur ce point-là, qui est la résistance des 36 400. Le weekly, voilà, on a bien croisé bearish, là, il n'y a pas de souci au niveau weekly sur le MACD. Et après, on peut regarder aussi le RSI. Rappelez-vous, je vous avais montré la zone violette ici, pas en weekly, mais plutôt en mensuel. Vous voyez, du coup, on re-rentre dans la zone mensuelle, vraiment long terme, où à chaque fois, vous voyez, depuis le début du Bitcoin, quand on revient dans cette zone entre les 51 et les 44, on est sur une zone vraiment basse sur le Bitcoin et une zone de bottom long terme. Vous voyez, on l'a eu ici, et là, du coup, on est en train de re-rentrer dedans. Vous voyez, on est quasi au même niveau que le coronavirus. Donc, on a encore de la marge avant d'atterrir vers les 44, et je pense que les 44 de RSI ici correspondent à la moyenne mobile 200 en weekly qui doit être vers les je dirais 26 000, 28 000 $. Et là par contre, si on atteint ces niveaux, on sera vraiment sur des plus bas historiques et sur les plus bas sur lesquels à chaque fois on a pu remonter sur Bitcoin dans le passé. Et là par contre, c'est ce que j'ai expliqué dernière fois, c'est que jamais on revient sur ce niveau, moi je ferais vraiment all-in sur le marché à ce moment-là. Cette bougie là pour moi elle est intervenue principalement sur le fait que on a eu des très mauvaises news du côté de la Banque d'Angleterre qui a remonté ses taux aussi et qui nous annonce une inflation à 10%. Les marchés américains regardent beaucoup la City, ils regardent pas beaucoup la Banque Centrale Européenne. De toute façon, les taux de la BCE sont à 0% depuis 2016, mais ils regardent un petit peu quand même ce qui se passe du côté de la City, donc la Banque de Londres, la Bourse de Londres. Et là, en l'occurrence, ça a été un petit peu un signal de dire oula, le reste du monde passe risk-off aussi, donc attention. On va passer rapidement sur le VIX que j'ai pas encore ajouté à ma liste.
Donc le VIX, c'est un indice qui nous donne la volatilité du SP500. Donc on peut voir que actuellement il est vachement haut, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de volatilité sur le SP500, et par extension les investisseurs, les intervenants sont nerveux. Donc vous voyez généralement quand on est sur les hauts niveaux, c'est le moment de repasser risk on, et quand on est sur les moments bas, donc c'est le moment de repasser risk off. Donc c'est plus pour la théorie, je vous conseille de le garder sous l'œil parce que généralement quand on tend à être assez haut sur le VIX, donc sur l'indice de volatilité du SP500, ça veut dire que le Bitcoin est en train de chuter. Donc généralement ce qui se passe, c'est quand on est ici, c'est qu'il est temps de prendre ses profits. Donc ça c'est un peu plus de la théorie, on va dire que c'est un cours qu'il faut apprendre à comprendre, mais il reste néanmoins très intéressant à voir sous l'œil. Moi personnellement, j'ai déjà payé ce niveau, donc du coup je vais pas le repayer à nouveau, c'est pas du tout l'idée. L'idée, moi, c'est de lisser mon prix, donc j'ai pas à repayer ce niveau à nouveau, tout simplement juste parce qu'on y retourne. J'ai des ordres d'achat qui attendent plus bas en cas de scénario bear. Les scénarios bear, c'est quoi? C'est tout simplement ce type de scénario, c'est-à-dire on a fait 3 fois ici où on passait sous la 200 SMA et où on a fait derrière un moins 50% supplémentaire. Donc là, en l'occurrence, ça nous ramènerait le prix autour de 18 000 $. Voilà, moi j'ai des ordres d'achat plutôt à 28 et 24. Si jamais on retourne à 18, bien entendu, enfin si jamais on retourne à 24, je me poserai la question éventuellement de mettre un ordre à 18 également. Voilà, vous comprenez quand même que on est bien entendu ici sur des niveaux où on peut aller dans les deux sens puisque le marché est relativement incertain. Voilà donc un peu ma stratégie les gars, plus on chute, plus j'achète, j'ai identifié les niveaux de support les plus importants, les points auxquels on pourrait aussi voir un renversement, c'est 30 000 $ ainsi que tous les autres gros supports, mais chaque achat de Bitcoin en dessous de 30 000 $ est un pari que je compte prendre, je vais tirer parti de cette opportunité, croyez-moi, et on verra bien comment ça va se passer les gars. On va maintenant passer tranquillement sur ETH, donc l'ETH qui évidemment suit le Bitcoin bien qu'il soit plus fort que lui, donc en sachant qu'après évidemment on ira faire un petit tour sur le ratio ETH-BTC, mais pour l'instant il est encore relativement strong, en fait, il est encore relativement solide, en tout cas face au BTC, face au dollar évidemment il poursuit sa chute. Donc on peut annoter ici, donc là c'est le niveau de 3-day demand, donc c'est un niveau sur lequel on a un peu congestionné en bougie 3-day, donc c'est pour ça que je l'ai annoté mais je l'ai mis en faible opacité, c'est juste un constat mais ça devrait pas non plus réagir extrêmement, enfin c'est la zone intéressante on va dire, et on a surtout un gros HVN qui traîne ici, donc un HVN c'est quoi? Hop, ça doit être ici, ouais. Donc un HVN c'est tout simplement un high volume node, donc high volume node volume important, et ici on devrait avoir une petite réaction. Donc on est foncièrement en daily dans une tendance baissière, donc c'est-à-dire on marque des creux, des sommets de plus en plus haut, en plus de ça les moyennes mobiles sont bien au-dessus, donc ça signifie bien qu'on est en tendance daily baissière, ok soit. Mais pour moi, pour jouer un rebond, c'est vraiment le niveau des 2600 qui est intéressant. Ouais, c'est chaud le dollar. Vous voyez, en weekly, regardez, on est pile dans la résistance. Donc il faut absolument que durant les prochaines semaines, là, durant le mois de mai, on se fasse rejeter, que le dollar chute pour qu'on ait éventuellement un Bitcoin qui repart à la hausse. J'aimerais en rassurer beaucoup avant de crier à la chute continuelle sur le Bitcoin. Il y a plein de choses qui nous montrent que sur le moyen terme, on est dans un bottom. Même si on peut continuer sur le court terme, peut-être aller visiter les 34 000 $, rien qu'en regardant le dollar index, on sait qu'à chaque fois qu'on a atteint le palier des 104, on a tout simplement vécu un bottom phénoménal sur Bitcoin qui nous a permis de profiter du bull run juste après. Par contre, ça ne veut pas dire que la chute s'est arrêtée aux 36 000 $ maintenant. On regarde le Bitcoin là il est à 36 000, ça veut pas dire que c'est la dernière chute, ça veut pas dire qu'on va pas aller visiter les 34 000 ou même défoncer ces anciens plus bas, ça veut rien dire. Mais on sait que sur du moyen terme, si tu investis là et que tu attends 6 mois, il y a de fortes probabilités, on parle bien de probabilité, que tu termines dans le positif plutôt que de terminer dans le négatif. Juste parce qu'on se réfère au dollar index. Alors, il n'y a pas que ça à se référer, clairement. Mais c'est un indicateur qui nous a toujours montré dans le temps que quand on investissait au 104, par défaut, on investissait au bon moment sur le Bitcoin. Décembre 2016, tu regardes le Bitcoin, on était dans un bottom.
Tu regardes mars 2020, c'est Covid sur Bitcoin. Et aujourd'hui, on en est là. Alors, ça veut effectivement pas dire que on va repartir à la baisse. Il y en a qui disent que on fait 1, 2, et à la 3e, c'est là où on break. Ça veut pas toujours, c'est pas toujours vrai. Ça l'a été ici, par exemple. Vous voyez, hop, petit exemple sur le court terme, juste là. Ça a été vrai ici, effectivement, 1, 2, à la 3e, on a breaké. Mais après, vous voyez, on a chuté. Donc, si on break la zone des 104, c'est pas impossible qu'on vise ce genre de scénario. Donc, ça voudrait dire que le Bitcoin pourrait effectivement partir plus bas, mais ce ne serait que temporaire. On va regarder maintenant ici la santé on-chain, et ça c'est la last active, la supply last active 1 plus year ago, c'est-à-dire les bitcoins qui ne bougent pas depuis 1 an, et vous comprenez ici qu'on est à un ATH, donc ça c'est très bon, c'est une très bonne nouvelle, j'en parle souvent sur la chaîne, et à chaque fois qu'on est à un ATH pour les coins qui n'ont pas bougé depuis plus d'1 an, vous voyez qu'en général il s'ensuit un rallye haussier. Donc ça c'est important à comprendre. On-chain, le marché est très bien. Ici cette charte de Kelly Kellam qui nous dit qu'on est pile au milieu du range dans les bandes de macro trend, pile au milieu du range, juste au pile poil entre le point de contrôle des bulls et le point de contrôle des bears. C'est-à-dire, vous comprenez l'indécision actuelle, on est très exactement entre les deux. Pour l'instant on est légèrement sous le point de contrôle des bears, mais vous comprenez que ça veut pas dire que ces niveaux sont perdus. En tout cas ça veut dire que tout simplement voilà, c'est intéressant à regarder que vraiment, il y a pas énormément de signaux qui peuvent nous dire où va aller le marché. À part tout ça, je voulais vous montrer ces données également. Alors, durant les périodes de hausse de taux, à quel point est-ce que les marchés ont chuté? Bien sûr, tout le monde a peur de la hausse des taux en ce moment, on se le cache pas, tout le monde pense que les marchés sont sur le point de voir un crash et qu'on va sûrement entrer dans plusieurs années de bear market. Et ben ici, on a vraiment l'effet en noir sur blanc. En ce qui concerne les marchés aux actions aux États-Unis, durant des périodes durant lesquelles on a eu des hausses de taux à répétition, donc là on parle habituellement de périodes de 2 à 3 ans du coup, eh bien est-ce que les marchés ont chuté durant ce temps? Ben voyons un peu, si vous prenez le prix au début de ces périodes de hausse de taux, ainsi que là où on a terminé donc notre course à la fin de ces périodes ou cycles en question, ce que vous pouvez voir, c'est qu'en général, les marchés ont toujours fourni des retours vraiment intéressants. En fait, on peut voir ici dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 fois hors des 12 différents exemples qu'on a ici, on a assisté à des rendements plus élevés des marchés aux actions et ce même durant des cycles de hausse de taux. Et c'est pour ça que je vous prévenais du fait que même si on va avoir des hausses de taux, je ne m'attends pas à voir le Bitcoin chuter jusque 10 000 $ ou quoi que ce soit. Genre, c'est vraiment pas ça que je projette et c'est pas ce que les données m'ont suggéré non plus. Souvenez-vous que pour chaque dollar qui est vendu en ce moment, ou disons pour tous les actifs qui sont vendus contre des dollars, eh bien ces dollars vont bien finir par se retrouver investis dans les marchés aux actions ici, ainsi que les marchés des crypto-monnaies par la suite, évidemment. Ce n'est donc qu'une question de temps, les gars. Et en fait, si on scrolle encore ici et qu'on se penche sur les retours mensuels cette fois, après qu'ils aient commencé à augmenter les taux, alors là, oui, on a effectivement chuté. Voilà la volatilité à laquelle on assiste en ce moment, mais après 1 an, cette fois, durant la première année de hausse des taux, alors le S&P, pour le coup, a retourné 5%, les entreprises de technologie ont vu des gains de 19% ici, on a la médecine avec 7%, et on peut continuer avec plein d'exemples. Donc dans la plupart des cas, les cycles de hausse de taux ont en fait monter les marchés aux actions davantage, ainsi que toutes les autres classes d'actifs et la technologie en général. L'objectif du projet StackOS est de créer un cloud décentralisé. Donc en gros, ça va fonctionner un petit peu comme les clouds que l'on peut connaître, qui sont centralisés, donc Microsoft Azure, AWS, etc., etc. L'avantage du cloud décentralisé que veut proposer StackOS, eh bien, c'est que les développeurs vont pouvoir créer des applications qui seront non censurables, de manière anonyme, avec un déploiement rapide, et les développeurs n'auront pas besoin non plus d'avoir les connaissances nécessaires à la configuration et à la maintenance des systèmes qui peuvent faire tourner leur application. Et en plus, ils vont payer uniquement ce que consomme leur application. Et maintenant, je vous explique tout ça un peu plus en détail, les divers mécanismes, etc. L'écosystème StackOS est composé de 5 groupes qui vont interagir ensemble les uns les autres. Il y aura donc la team, ceux qui ont fondé le projet StackOS, les clusters opérateurs, ceux qui vont participer à la décentralisation du cloud, les développeurs qui vont produire leurs applications dessus, les NFT holders, on va y revenir un petit peu après pour bien que vous compreniez leur rôle, ainsi que la DAO qui va donc participer à la gouvernance décentralisée.
Et maintenant, on rentre dans les détails du rôle de chacun de ses membres. Partons maintenant en Argentine avec la banque centrale du pays qui siffle la fin de l'adoption des cryptos, qui était en bonne voie car je vous rappelle que le 26 avril dernier, la capitale Buenos Aires acceptait désormais les cryptos pour le paiement des impôts, et il y a 3 jours, on a eu 2 banques qui ont annoncé qu'ils allaient proposer des produits cryptos à leurs clients. Et visiblement, cette dernière actualité n'a pas été du goût de la Banque centrale, qui a publié une note qui interdit désormais aux institutions du pays de proposer des services en lien avec les cryptos. Et les raisons de cette interdiction, vous commencez à bien les connaître maintenant, ils souhaitent interdire ces services car ils estiment que les cryptos sont un risque pour les investisseurs et pour le système financier du pays. Bref, on voit là un schéma qui devient de plus en plus récurrent avec l'adoption des cryptos, et qui est que les institutions privées et les autorités locales commencent à s'ouvrir aux cryptos pour répondre à la demande des citoyens, et en réaction, on voit que les banques centrales interviennent pour stopper l'adoption. Clairement, aujourd'hui, on est en train de vivre un moment charnière dans l'économie mondiale. Il faut le savoir, on est effectivement au bord d'un crack. Et on a déjà beaucoup baissé. Certains des meilleurs gérants au monde, je parle de Cathie Wood, a perdu 70% sur son fonds. Bill Ackman a perdu 430 millions de dollars récemment. Et la question qui se pose, c'est comment gérer la volatilité actuelle? Est-ce qu'on peut tirer son épingle en tant que particulier dans le monde actuel? Et pourquoi c'est important d'investir? C'est un petit peu les grandes lignes du programme. Ça vous intéresse ou pas? Yes. La liberté financière, la question qu'on se pose tous, c'est est-ce que c'est le privilège d'une élite financière, politique, intellectuelle? On vient d'avoir les élections, d'accord? Les élections sont finies. Qu'est-ce qui s'est passé après les élections? Les gens ont manifesté et ont expliqué que c'était toujours la même chose, que rien n'allait changer, et vous savez quoi? J'ai pas eu besoin des élections pour savoir que rien n'allait changer. J'ai pas eu besoin d'attendre, de voter, etc. pour savoir que rien n'allait changer. Pourquoi? Parce que quand j'étais dans la galère et quand j'étais dans la merde, j'avais très vite compris qu'à un certain moment, il fallait se responsabiliser, prendre en main son avenir financier et que personne n'allait le faire pour vous. Donc aujourd'hui, la liberté financière, c'est le privilège de ceux qui agissent, pas d'une élite, bien évidemment, qu'il y a des gens qui ont plus de facilité que d'autres. Il suffit d'être bien né, d'être dans le bon endroit, au bon moment, d'avoir les bonnes connexions pour avoir plus de facilité pour réussir. On va maintenant parler de Nim qui annonce une nouvelle levée de fonds de 300 millions de dollars pour les développeurs. Pour rappel, Nim c'est une start-up suisse de protection de la vie privée qui protège l'activité en ligne à l'aide d'un réseau mixte. Et ils ont dévoilé une nouvelle levée de fonds de plus de 300 millions de dollars pour attirer les développeurs dans leur écosystème. Et les subventions vont être réparties entre 50 000 et plusieurs millions de dollars. Cette somme énorme a été levée auprès de différents investisseurs et notamment des capital risques, parmi lesquels on retrouve Polychain, Greenfield One ou encore l'incubateur de Yobi, ainsi que toute une flopée d'investisseurs. Et c'est vrai qu'on le rappelle pas assez, mais on a énormément de capital risque qui s'exposent à la crypto, ou même des capital risques spécialisés dans la crypto. Et ça notamment depuis 2020. Le PDG de Nim a ainsi déclaré qu'il voulait inciter les développeurs open source et décentralisés qu'ils connaissent à commencer à construire le réseau. Et la grosse spécificité donc du réseau de Nim, c'est une technologie mixte qui permet en quelque sorte de mélanger les paquets d'informations comme si c'était un jeu de cartes. Et l'objectif est simple, de pouvoir empêcher même un adversaire de type NSA de déterminer donc qui est derrière les données, qui veulent une sorte d'anonymat et de sécurisation au maximum. Et le lancement de ce nouveau fonds arrive seulement quelques semaines après le lancement de leur propre token, le NIM. Et ça pourrait profiter donc favorablement au cours du NIM. Et donc ce qu'on peut en déduire, c'est que ça pourrait potentiellement être intéressant d'investir dans le NIM. Bien sûr, je rappelle encore une fois que c'est en aucun cas un conseil en investissement. Mais je t'invite simplement à faire tes propres recherches concernant leur token. Et d'ailleurs, le fondateur a expliqué que le réseau de NIM était un peu similaire au Bitcoin en termes de structure d'incitation. C'est-à-dire que les nœuds qui mélangent les paquets recevront donc des récompenses en NIM. Là où le Bitcoin se sert bien sûr de la Proof of Work, c'est-à-dire du mining. Et ils ont même annoncé que les 300 millions devraient augmenter au fil du temps. Et donc que c'est que le début de l'aventure de Nim. Et personnellement, je pense que plus on va avancer dans l'adoption de la crypto et plus on aura besoin de ce type de protocole qui permet plus d'anonymat et plus de sécurité. Jonathan, très content de te retrouver pour la deuxième fois sur Grand Angle Crypto. Eh bien écoute Guillaume, j'en suis ravi. Ouais, alors pour ceux qui n'auraient pas vu ta première interview sur GAC, tu es le cofondateur de StackingSat, donc une entreprise qui propose un plan d'épargne en Bitcoin. Donc vraiment un super produit pour les gens qui veulent
investir et ne pas se prendre la tête. Investir dans Bitcoin, hein, bien évidemment, et pas se prendre la tête. Tu nous avais bien expliqué comment ça fonctionnait la dernière fois, donc dans la première interview. Et tu es aussi l'organisateur d'une des plus grosses conférences Bitcoin du monde, hein, Surfing Bitcoin, juste derrière toi. Je crois que tu as une très belle affiche qui montre ça. 3e édition cette année, toujours à Biarritz, toujours fin août. Et justement, vous avez tout récemment ouvert la billetterie. Donc, est-ce que tu peux nous donner quelques infos sur le programme, comment ça va se passer et nous mettre un peu du coup l'eau à la bouche, si je puis dire? Écoute, Guillaume, merci pour cette première question. Alors évidemment, Surfing Bitcoin, c'est un projet qui nous tient à cœur avec Joss, mon associé cofondateur, et Mathieu, évidemment. C'est un projet qu'on a lancé maintenant donc, depuis presque 3 ans. Hein. On a lancé la première édition dans le cadre du coup, du lancement de Stackinsat le 1er octobre 2020. Ce jour-là, alors toi, tu n'étais pas là, je crois, mais en plus, on a eu la malchance d'avoir une tempête qui a été vraiment cataclysmique. Mais comme on dit dans le monde du Bitcoin, honey badger don't care. Et, on a réussi à faire une édition du coup assez importante, hein, parce qu'on avait eu près de 10 000 personnes sur le live. Et c'est ce qui nous a justement donné envie de continuer et de faire une 2e édition donc, l'année dernière. Et d'ailleurs, en parlant d'anonymat, on a la Banque Centrale Européenne qui propose plusieurs modèles d'euros numériques. Et le point commun, c'est qu'il n'y a aucune option de confidentialité. Et donc les transactions qui pourraient être effectuées via le futur donc CBDC de l'Union Européenne pourraient être 100% transparentes pour les intermédiaires. Et donc littéralement comme les transactions qui sont en dehors de la crypto. Donc la principale préoccupation du public, ça va vraiment concerner la vie privée. Et clairement le public n'a pas peur pour rien car la Banque Centrale Européenne a clairement laissé entendre que l'anonymat n'était pas une option de conception souhaitable. Et on comprend par là que l'un de leurs objectifs est clairement de réduire l'anonymat dans la crypto, avec potentiellement des restrictions qui pourraient arriver sur les stablecoins à l'avenir, afin que les investisseurs soient obligés soit de rester donc exposés sur des cryptos volatiles, soit de passer sur les monnaies des banques centrales. Et ça nous amène même à nous poser la question concernant les stablecoins en place, notamment l'USDT et l'USDC. Et encore une fois, pour justifier leur désaccord vis-à-vis de l'anonymat, ils ont encore parlé de blanchiment d'argent ou encore de financement d'activités illégales. Mais peut-être que les vraies raisons se trouvent plus du côté de la peur que la crypto déstabilise les monnaies fiat, et notamment dans ce cas précis de l'euro. Bien sûr, sans tomber dans des théories farfelues, n'hésite pas à me donner ton avis sur la question. Savez-vous que sur KuCoin, il y a une monnaie native, ça s'appelle le KuCoin Share, et quand vous en possédez, vous touchez chaque jour des dividendes par rapport aux gains que fait la plateforme sur les frais de trading de tous les utilisateurs. Chaque jour, donc, les utilisateurs font du trading, génèrent des frais, ça fait gagner de l'argent à la plateforme KuCoin, et KuCoin reverse une partie de ses bénéfices aux détenteurs, aux holders de KCS, et je vais vous montrer que personnellement, sur les années précédentes, ça m'a fait gagner des belles petites sommes que j'étais content d'avoir. Vous pouvez voir que j'ai déjà reçu au total 51 KCS en bonus, et quand on voit le cours du KCS aujourd'hui, à 19 $, j'ai déjà gagné 1000 $ depuis que je suis sur la plateforme de KuCoin, donc depuis 2018, rien qu'avec les bonus en dividendes. Je vais vous montrer maintenant mon historique. Vous pouvez voir qu'ici, en pleine période de bull run, en avril 2021, il y a un an, je gagnais plus de 2 $ par jour en ne faisant rien, juste parce que je détenais des jetons KCS et ça faisait franchement un joli revenu passif de quasiment 100 $ par mois. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous connaissiez cette astuce? Est-ce que vous saviez qu'en détenant des jetons KCS sur la plateforme KuCoin, vous étiez éligible aux dividendes de la plateforme? Personnellement, ça fait longtemps que je connais cette astuce, mais je sais qu'on est peu nombreux à la connaître et c'est vraiment dommage de la rater. On va maintenant parler régulation et notamment donc de Dubaï qui met les 2 pieds dans le plat en rejoignant le métavers de Sandbox. Et clairement donc les Émirats Arabes Unis et notamment Dubaï n'ont cessé d'affirmer donc leur soutien à la technologie du Web 3.0. Le moins qu'on puisse dire c'est qu'ils sont plutôt en avance et le moins qu'on puisse dire c'est qu'ils sont plutôt impliqués, que ça soit dans la blockchain, les cryptos ou encore le métavers. Et maintenant c'est carrément au tour du gouvernement de rejoindre le métavers. Et donc l'organisme de régulation aux Émirats Arabes Unis, à savoir le VARA, va faire ses premiers pas en s'installant donc directement dans le métavers de Sandbox. Donc concrètement, le VARA, donc l'organisme gouvernemental dubaïote, a pour mission de fournir un cadre d'exploitation sécurisé dans le métavers.
Ils ont d'ailleurs déclaré dans un communiqué que les actifs virtuels faisaient partie intégrante de la future économie numérique. Et donc tous les membres possédant une licence Vara vont pouvoir se développer en toute sécurité sur Sandbox. Il faut savoir que Vara déploie de nombreux efforts pour construire un nouveau secteur économique puissant qui va contribuer donc à l'économie nationale et même créer des opportunités d'investissement. Et pour ce faire, il déploie un cadre réglementaire plutôt souple qui vise selon moi à ériger Dubaï comme une sorte de capitale de la crypto à l'international. Et pour l'instant, ils sont plutôt à la pointe en termes de technologie. Ils parlent même de proposer un espace commercial décentralisé et sécurisé pour tous. Et pour eux, les points importants sont l'interopérabilité transfrontalière sécurisée, c'est-à-dire la communication entre les blockchains et entre les pays de manière sécurisée, avec un point d'honneur concernant donc la protection du marché et la responsabilité de cette nouvelle industrie. Et donc dans ce marché plutôt morose de la crypto, on a vraiment une super nouvelle de la part du Vara. On débute les actualités du vendredi avec Theta qui s'associe à Sony pour les aider à lancer des NFT 3D qui seront compatibles avec l'écran de réalité spatiale de Sony qui permet l'affichage de contenu en 3 dimensions sans avoir besoin de lunettes 3D ou de casque de réalité virtuelle. Et pour ceux qui ne connaissent pas Theta Labs, il s'agit de la startup qui est à l'origine du projet Theta qui développe des solutions de diffusion de contenu en streaming de façon décentralisée. Et donc aujourd'hui il s'associe à Sony pour produire des NFT visibles en 3D, car comme le démontre Mitch Liu, les NFT actuels sont en version 2D, mais les métaverses sont déjà en 3D, et l'avantage du nouvel appareil de Sony est de pouvoir visualiser un NFT comme s'il était dans le vrai monde. Bref, pour le moment on n'en est qu'au début de ce développement, et bien sûr, comptez sur moi pour vous en reparler dès qu'on aura plus d'informations. Et cette année, du coup, on veut faire encore mieux. Alors, donne-nous les détails. Que se passe-t-il fin août à Biarritz? Donc cette année, en gros, déjà, on veut changer de dimension et on veut internationaliser davantage la conférence. Parce que l'année dernière, comme tu l'as vu, c'était quand même une conférence franco-française, même si on avait quelques étrangers, mais de Belgique, de Suisse, finalement assez peu d'anglophones. Et c'est vrai que cette année, nous, notre ambition, c'est vraiment de s'internationaliser et d'avoir entre 20 et 30% d'étrangers en tant que participants. Okay. Donc ça, c'est la première innovation majeure. Et l'idée, clairement, c'est d'être, alors pas de concurrencer Bitcoin Miami, mais notre objectif, c'est d'être la plus grande conférence Bitcoin en Europe. Voilà. Donc, et forcément, ça passe par de l'internationalisation, et donc, c'est pour ça qu'on ambitionne entre 20 et 30% des participants qui viennent de l'étranger. Pour finir autour des NFT, il y a un fonds d'investissement, un très gros fonds d'investissement Multicoin Capital qui avait investi dans les NFT, dans le NFT Loot, qui étaient ces images, plutôt ces textes sur la blockchain qui étaient générés aléatoirement et qui devaient servir dans plusieurs jeux de type Donjons et Dragons et des trucs comme ça. Ils avaient investi au plus haut de ce projet en septembre 2021 et ils ont perdu 95% de ce qu'ils avaient investi sur ce projet, sachant qu'ils avaient investi plus de 10 millions de dollars. On parle d'investissement à 8 chiffres. Donc ils avaient vraiment investi énormément et ils ont tout perdu et ils ont pas tout perdu, ils ont quasiment tout perdu et ils disent oui, ça montre l'importance de pouvoir tout perdre sur certains projets parce que c'est en investissant sur ce type de projet qu'ils ont aussi gagné beaucoup d'argent. Ils ont notamment Multicoin Capital, ils ont gagné énormément d'argent avec Solana. C'était parmi les premiers investisseurs sur Solana, ils ont fait des centaines de millions de dollars de gains, voire milliards, grâce à Solana. Alors, ce zap t'a plu ? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le Zap Crypto de la veille.